Alors la première question que j'aurais voulu vous poser concernant l'arthrose, c'est déjà repartir de la prévalence. On parle dans les publications de 20% de prévalence. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Donc, commencez par justement, professeur Genevoix. Est-ce que, de votre expérience, c'est un chiffre de 20%? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous constatez? Je pense qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Parce que nous, on voit les animaux qu'on nous présente parce qu'ils boitent. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu des études sur des nombres d'animaux extrêmement importants pour essayer de faire des statistiques réelles. Donc, on dit classiquement qu'il y a plus de 30% de chiens qui ont plus d'un an qui présentent des problèmes arthrosiques. Mais c'est tout venant. Je pense que si on prenait les chiens qui ont plus de 7-8 ans, on est certainement à un taux beaucoup plus important. Donc, on enfonce une porte ouverte. Chez le jeune, on a moins d'arthrose que chez le vieux, bien qu'on trouve des arthroses, et des fois très graves, chez certains jeunes individus. Mais il est certain que c'est une affection qui est fréquente et qui pose beaucoup de soucis. C'est pour ça qu'on en parle. Et donc, Thierry, toi qui es clinicien, donc quels sont, en termes d'observation, de nombre de cas, concrètement, de cas d'arthrose que tu rencontres? Je crois qu'on en voit tous énormément, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, les gens nous amènent des animaux de plus en plus âgés, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 15 ou 20 ans, où il y avait une approche relativement fataliste. Et dans nos cliniques, dans nos cabinets, tous les confrères et les consoeurs qui sont là peuvent attester du fait qu'on voit maintenant des chats de 16 ou 17 ans ou des vieux labradors de 14-15 ans dans nos cliniques, oui, effectivement. Eric, est-ce qu'il y a une différence en Amérique du Nord sur cette notion de prévalence? Est-ce que les gens amènent plus leurs chiens arthrosiques en clinique, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a constaté? En fait, non, on est dans le même ordre d'idées. Je dirais que l'évolution, puis je serais curieux de savoir pour vous comment ça évolue, c'est chez le chat, où on en a plus qui viennent. Donc, je pense que les travaux, on a quand même concentré beaucoup d'efforts sur le chat sur les 10 dernières années, et on commence à le revoir là en pratique. C'est évident que c'est la différence. Puis nous, les chats, 5 kilos, c'est des petits chats, quoi. Nous, les Maine Coon font 12 kilos. C'est sûr que dans ce temps-là, ils bougent même plus. Hein. Mais bon, ils ont de l'arthrose. Donc ils boitent plus. Non, c'est clair. Mais ils ont mal. On a parlé d'évaluation, donc un autre, il faut l'évaluer, donc cette arthrose. On a parlé plusieurs fois, la problématique, difficultés qui persistent, notamment dans le cadre de ces douleurs chroniques. Eric, tu nous as montré énormément de méthodologies d'évaluation ce matin, mais justement, ma question, c'était concrètement en pratique, dans les cliniques, comment est-ce que c'est fait dans les cliniques québécoises, par exemple? En fait, on commence d'abord effectivement avec l'entretien avec le propriétaire. C'est la base. Ensuite, on fait un examen de boiterie et ensuite un examen radiographique sur l'animal. Et sur le niveau de douleur, puisqu'on en parle, on essaye en fait d'aller corréler les niveaux de boiterie avec des sensibilités différentes. Donc, on est beaucoup moins, surtout chez le chat, versus le chien. Le chien répond toujours bien à la palpation, manipulation. Chez le chat, on est beaucoup plus sur le niveau de sensibilité et de voir s'il y a des sensibilités différentes, en particulier donc, sur les membres postérieurs, membres antérieurs, simplement de réaction. Hein. Simplement, quand on pose, on voit est-ce que le chat réagit normalement ou est-ce qu'il nous témoigne là, une rapidité de réponse qui nous alerte un peu plus par rapport au niveau donc, de sensibilisation de douleur. Et on essaye un petit peu là, de standardiser, comme je vous l'ai montré ce matin, les évaluations avec les tests sensoriels quantitatifs. On est conscient que ça ne va pas se libérer tout de suite dans la pratique. Ce qu'on voulait voir, c'est savoir si c'est possible de le faire et que ça nous confirme qu'il y a effectivement un niveau de sensibilisation. Ce qu'on a trouvé, c'est que chez les chats, c'est à peu près 30% des chats qui sont allodiniques, donc qui ont vraiment une hypersensibilité sur les chats arthrosiques. Thierry, dans les cliniques en France, de tes observations, de tes échanges, comment se passe justement cette notion d'évaluation dans les cliniques, les outils qui sont utilisés aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les cliniques vétérinaires françaises et canadiennes, mais qu'il reste des différences entre les pratiques des généralistes et les pratiques universitaires, mon cher Eric. Parce que en France comme au Canada, je ne suis pas sûr que les praticiens prennent le temps de faire ces méthodes d'évaluation.
Donc nous, c'est ce qu'on essaye d'encourager dans les formations Cap Douleur, en expliquant que c'est une étape incontournable, parce que l'évaluation de la douleur, ça permet déjà d'appréhender le lien qui unit le propriétaire avec son animal. S'il n'est pas capable de vous décrire la douleur de son chien, c'est qu'il s'en occupe peut-être pas forcément très très bien. Et la deuxième étape qui me paraît essentielle, c'est que vous commencez à nouer une relation de qualité avec le propriétaire. Et donc, ce n'est pas une perte de temps. Et moi, la remarque que j'ai souvent quand on fait, c'est mon dada, la médecine narrative. La médecine narrative, c'est une compétence que vous pouvez acquérir à partir du moment où vous savez interpréter les récits. Eh bien, la remarque que font souvent les gens, c'est si mon médecin prenait autant de temps à m'écouter. Et donc, en matière de prise en charge des douleurs chroniques, je pense que c'est une étape qui est extrêmement valorisante pour nos professions. Et est-ce que c'est quelque chose qui est enseigné en école? Je ne sais pas, professeur Genevois. Moi, Du temps où j'étais enseignant, mais ça remonte à 7 ans, ce n'était pas du tout enseigné. Et actuellement, j'ai peur de dire que je ne pense pas que ça le soit. Il y a encore des perspectives intéressantes de ce côté-là. Donc, pour revenir un peu à la question initiale qui était bien-être, enfin, faut-il traiter la boiterie, le fait qu'il boite, ou la douleur, ou le bien-être. Donc, je vais me tourner vers vous, Giorgia. On a vu tout à l'heure dans la présentation sur le cannabis vous avez constaté une amélioration sur la douleur, mais surtout une qualité du sommeil, la notion de qualité de vie. J'ai noté que le cannabis faisait du bien. Donc, quel est votre avis de pharmacologue, algologue, sur cette question de qu'est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'on peut différencier justement le traitement de la douleur, du bien-être ou de la fonction? Alors, il faut dire que, comme j'ai dit avant, il faut encore voir des résultats des études. Donc, on n'a pas encore des études qui nous témoignent exactement ce que les phytocannabinoïdes vont produire. Donc, c'est vraiment pas facile pour l'instant de dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va traiter et qu'est-ce qu'on va mieux traiter entre les différentes situations pathologiques. Donc, je crois que la réponse pour l'instant, c'est seulement qu'il faut attendre les résultats. Je crois qu'il y a beaucoup de groupes de recherche dans le monde qui sont en train d'étudier dans des différentes façons, dans des différents types de maladies, la fonction, l'efficacité, la tolérabilité de ces molécules. Si je peux dire un mot, je trouve que la question est intéressante, mais elle est assez mal posée. Parce que vous demandez à des gens qui sont vétérinaires s'il vaut mieux mettre en avant le bien-être de l'animal ou traiter sa boiterie. Quel est l'imbécile qui va dire « je ne mets pas en avant tout de suite le bien-être de l'animal », ne serait-ce que pour des raisons éthiques. Mais ça dépend de quoi boite le chien. Si c'est une boiterie d'origine mécanique ou si c'est une boiterie algique. S'il boite parce qu'il a mal, bien évidemment, on va traiter sa boiterie et la douleur et en même temps on privilégie son bien-être. Si c'est une boiterie purement mécanique, effectivement, ce n'est pas à ça qu'on va s'intéresser en priorité. Donc je pense que la réponse, c'est ça dépend des cas. Et est-ce que c'est toujours aussi évident pour le propriétaire à expliquer au propriétaire, néanmoins, cette notion-là? Est-ce qu'il n'y a pas cette difficulté d'être en face de propriétaire pour qui mon chien boite? Ça dépend des propriétaires et ça dépend des vétérinaires, mais je pense que si on a la chance d'avoir un vétérinaire qui sait de quoi il parle et s'il a affaire, et ça arrive quand même assez souvent, à un propriétaire qui est intelligent, le courant doit passer et la compréhension doit être là. Thierry, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, alors Jean-Pierre, il dit qu'il faut être un peu bête. Alors moi, j'ai rencontré un chirurgien un peu bête. Et c'était, à Montréal. Donc on a présenté un cas... Chirurgien, moi. Il faut y aller. Hein. Non, mais je l'explique un peu mieux. On a une anecdote qui est assez étonnante quand même. C'est qu'on a présenté au dernier congrès un cas d'injection intra-articulaire de cellules souches suite à un mauvais résultat de TPLO, sur une rupture partielle du ligament croisé. Et donc c'était très compliqué parce qu'il y a eu 4-5 mois après des lésions d'arthrose qui sont apparues et une complication assez rare qui s'appelle le shift pivot, qui consiste à une rotation interne. Bon. Et donc c'était compliqué, le chirurgien n'a pas forcément assumé, et derrière on a pris en charge la douleur du chien, le ressenti émotionnel, c'est-à-dire un chien qui ne voulait plus jouer, qui dormait mal, qui ne voulait plus rien faire, en prévenant le propriétaire qu'il allait garder cette rotation interne, mais qu'on visait une amélioration de son ressenti émotionnel. Et on a eu, après l'injection des cellules souches, vraiment un résultat mais très très étonnant. Et donc tout fier, je montre les résultats. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'on monte les vidéos, on voit le chien court partout, il va chercher sa balle. Et puis à un moment, notre ami chirurgien, il me prend le bras, il me dit « Ah, t'as vu Thierry ? Il boite. Il boite. » Et donc pour lui, c'était un échec. Et donc, on a quand même des différences d'appréciation de la douleur.
Et je pense que c'est une erreur de la part de chirurgiens qui seront de plus en plus confrontés à des chiens. De toute façon, c'est impossible de promettre qu'ils ne boitent plus. On a tous dans nos cabinets des chiens avec des coudes explosés. On ne peut pas imaginer que ces chiens ne boitent plus. Et nos propriétaires sont souvent plus réalistes que nous, parce qu'ils veulent quoi simplement? Ils veulent qu'il y ait une qualité de vie. Et donc voilà, donc, on mélange un peu tout entre l'amélioration d'une qualité de vie qui est un objectif réaliste et vouloir absolument corriger une boiterie. Et comme le dit très bien Jean-Pierre, il y a parfois des boiteries mécaniques qui ne sont pas algiques. Et il y a des boiteries qu'on ne peut pas corriger. C'est Voilà. certain, quand tu as un coude qui est complètement détruit, sauf à mettre une prothèse du coude, alors il en existe maintenant un certain nombre, mais à ma connaissance en France personne n'en pose, et ça coûte très cher. Donc il faut effectivement dans ce cas-là viser le fait que le chien ait une vie normale et ne souffre pas. Justement, quand on parle d'évaluation, comment on évalue concrètement cette notion de bien-être, de qualité de vie? Donc on a vu pas mal de choses ce matin. Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique dans une clinique pour évaluer ça? En fait, ça démarre dès le départ avec la conversation avec le propriétaire. C'est pour ça qu'on croit beaucoup au Client Specific Outcome Measure, qui est vraiment la mesure spécifique à chaque client. Merci. Ça va? C'est moi qui fais rentrer ce type-là dans les écoles vétérinaires. Il a souffert. Comme hein. anesthésie, et j'ai eu effectivement beaucoup de mal, surtout au début quand il criait après les élèves « bague-le, bague-le, bague-le ». Ça voulait dire simplement appuie sur le ballon pour le faire respirer. Voilà. Un Et bag. puis après, voilà, un bag. bag. C'est ce que je lui dis, mais ça ne veut rien dire si, un bag, Jean-Pierre. Hein, flush-le, flush-le. Mais non, rince. Bon, enfin bon, bref. On retourne à l'arthrose. Il est resté au XXe siècle. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, mais on a eu beaucoup de plaisir. Dans la recherche, en fait, de perte de bien-être, comme on l'a trouvé, on va d'abord avoir une altération sur des comportements usuels. Et c'est là où les questions vis-à-vis du propriétaire de l'environnement d'animal sont primordiales. Est-ce que c'est un animal seul? Est-ce que c'est un animal accompagné? Est-ce qu'il y a des enfants dans la maison? Quels sont le niveau d'interaction? Donc là, on commence à faire parler. Ensuite, on dit, est-ce que ça a changé? Là, le problème, c'est que quand je dis ça, comment il réagit le propriétaire? Il dit, s'il me pose la question, c'est comme mes étudiants, quand je fais les questions à choix multiples, ils ne réfléchissent pas au contenu, ils réfléchissent comment j'ai tourné la question pour avoir la bonne réponse. Donc j'essaie de ne pas le biaiser pour me dire, oui, ça a changé forcément. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on en introduit plusieurs, pour essayer de lui donner plusieurs pistes. C'est ça, il me semblait. Hein. Merci. Et du coup, à pouvoir l'amener à se remémorer ce qu'il a avec son animal et qu'est-ce qu'on retrouve comme répercussion dans ses comportements normaux. Ça, on l'a vu aussi, c'est que souvent, avec les chats en particulier, ils viennent en couple, mais il y en a un qui est vraiment propriétaire du chat, l'autre, il est pour les jours de fin de semaine ou quand l'autre est parti. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais sans surprise, c'est le propriétaire premier qui est le plus intéressant. Hein, c'est lui qui nous donne les meilleures informations par rapport à ça. Et ensuite, on essaye de les amener à réfléchir s'il y a eu des comportements complètement nouveaux qui sont apparus et qui font en sorte que le plus classique chez le chat, c'est qu'il se met à uriner en dehors de la litière. Oh, là déjà là, tout de suite, on se questionne et on va pouvoir déjà s'orienter sur les améliorations de bien-être qu'on va pouvoir offrir aux propriétaires. Ah, bien sûr. Peut-être qu'il est stupide à dire, mais il y a deux choses qui sont absolument nécessaires. La première, c'est de savoir exactement quoi demander au propriétaire, c'est-à-dire de faire les bonnes questions. Et la seconde, c'est qu'il faut savoir quoi chercher. Je veux dire que si on connaît les signes de la douleur et ils sont présents, on les voit. Si on ne sait pas quoi chercher, on ne voit rien. Donc ça, c'est très important pour moi. Sous-entendu, parfois, pour les propriétaires, ce n'est pas forcément évident eux-mêmes d'avoir l'information parce qu'ils ne savent pas quels sont les signes de la douleur. D'accord. Souvent, dans le cas d'arthrose, le critère qui nous revient le plus, c'est la perte de mobilité. Hein? Donc, et c'est pour ça qu'indirectement, ce qui est facile à chercher, c'est qu'on va faire une période test avec un analgésique et on voit le changement. Alors, c'est sûr que ça, généralement, on est content quand on voit ça. Puis ce que nous, on a pu trouver, c'est qu'en fait,
quand on traite les chiens arthrosiques, avec un anti-inflammatoire, je n'en nommerai aucun parce qu'ils marchent à peu près tous, il se traduit à ce moment-là une augmentation de l'activité. Et que lorsque le chien, elle est régulière, lorsque le chien commence à être plus actif 50 minutes par jour, ça augmente significativement de 800 grammes par patte, donc le poids qu'il met sur la patte atteinte d'arthrose. Donc c'est déjà une augmentation significative du poids qu'il va mettre sur la patte lésée. Donc c'est quand même intéressant, c'est 50 minutes par jour. Et c'était intéressant parce que c'est aussi ce que les gens en réhabilitation trouvent. Lorsqu'ils atteignent 40 minutes d'activité de l'animal par jour, ils voient des changements vraiment plus significatifs. Laetitia, juste peut-être rajouter une chose sur l'évaluation, ce qu'on fait peut-être en plus par rapport à l'intérêt porté à l'environnement, et ça va faire plaisir à Guy, c'est l'histoire. Et donc, en fait, on s'intéresse toujours, on demande aux gens de raconter l'histoire de leur animal. Et pourquoi c'est aussi intéressant? Parce que ça sous-entend que derrière, on va faire un traitement extrêmement individualisé, puisqu'on passe du temps à avoir les caractéristiques propres au chien ou au chat qu'on soigne. Et ça permet aussi d'expliquer aux gens que c'est très bien qu'ils aillent sur Google, etc., et qu'ils prennent des avis différents, mais qu'en aucun cas, on va pouvoir traiter la douleur de leur chien comme la douleur du voisin. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on va sur une individualisation du traitement. Et tout ça, ça se fait aussi par un suivi et qui doit rester tout le temps personnalisé. Et la porte d'entrée à ça, c'est vraiment ces nouvelles techniques d'évaluation. Donc, certes, extrêmement complexes, comme celle que tu as montrée ce matin, mais aussi refaire ce que faisaient peut-être nos anciens, à plus communiquer, à plus dialoguer et à plus observer avec le concours du propriétaire. Alors justement, en termes de prise en charge thérapeutique actuelle, on a des solutions pour la douleur. Quelles sont en termes de solutions pour améliorer la qualité de vie? Giorgia, on a parlé du cannabis, mais quelles sont les autres alternatives? Il y a un tas de médicaments qu'on peut utiliser ensemble. Et bien sûr, il faut choisir le ou les médicaments en fonction du type de douleur, de l'intensité, de la durée de la douleur. Donc, on peut utiliser, bien sûr, on parle d'une douleur qui est prévalentement inflammatoire, donc le anti-inflammatoire non stéroïdien, mais il peut aussi ajouter des gabapentinoïdes, on peut aussi ajouter de la mantadine, on peut aussi ajouter des autres mesures pharmacologiques comme le inhibiteur de la récaptation de la sérotonine ou de l'adrénaline. Donc, il y a vraiment du paracétamol pour les phases aiguës, par exemple, dans les chiens, bien sûr. Donc, il y a vraiment un tas de médicaments qu'on peut utiliser. Il faut toujours, comme je crois que quelqu'un l'a dit ce matin, les utiliser avec intelligence et pas seulement en mettant ensemble comme une potion magique les médicaments. Et encore, il y a aussi beaucoup de possibilités non pharmacologiques, c'est-à-dire avec la physiothérapie réhabilitative, avec l'acupuncture, qui c'est vraiment une très grande possibilité, avec la nourriture et avec d'autres techniques qu'on peut mettre en place à côté du traitement analgésique. Eric, est-ce qu'il y a des approches différentes de votre point de vue, en Amérique du Nord versus l'Europe? Est-ce que l'Europe, le vieux continent, est toujours en retard ou au contraire en avance? Je ne sais pas, quand on voit Donald Trump, je n'ai pas l'impression d'être en avance. Mais bon, vous n'êtes pas mieux fin, ceci dit. Je ne donnerai pas de nom. Quand même. Nous, vous allez pouvoir m'informer par rapport à l'évolution, on médicamente beaucoup moins rapidement. Je le vois beaucoup, les praticiens se tournent d'abord, la première approche dans l'arthrose, c'est nutritionnelle. Déjà parce qu'on fait des analyses et dans les méta-analyses de résultats qu'on a obtenus, on voit que dans les approches non médicamenteuses, l'augmentation d'oméga 3 en est une qui est vraiment significative. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on va pouvoir écarter un petit peu plus chondroïtine, glucosamine, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Il faut arrêter d'en vendre, je le dis très net, j'en ai pas peur. On va publier une méta-analyse en français pour une fois qui témoigne très clairement que ça ne fonctionne pas. Par contre, ça avait déjà été fait chez l'homme. Oui, mais là je te parle du chien.
En fait, chez l'homme, ça fonctionne pour la glucosamine cristalline, qui en est une très particulière, qui a un droit de brevet particulier, parce que son absorption est meilleure. Donc celle-là, elle fonctionne bien. Et le collagène aussi fonctionne bien. Donc ce sont les deux là, qui ressortent effectivement. Après, il y a une amélioration du bien-être avec l'amélioration de l'environnement. Donc ça, c'est effectivement nous aussi. Là, il y a beaucoup de développement sur réhabilitation, massage, acupuncture, physiothérapie et, si possible, activité avec l'animal. Donc c'est ce qu'on privilégie. Et après, on se donne en deuxième étape la possibilité d'introduire des médicaments. Ok. Si je peux, il manque un élément quand même, surtout venant de quelqu'un qui vient des États-Unis où tu nous as dit que les chats ils faisaient 18 ou 19 kilos. Oui, ça, le premier élément, c'est la gestion du poids. Ouais. La gestion du poids, puisqu'on a quand même démontré que si l'animal perd environ 12% de son poids, ça équivaut à 6 mois d'anti-inflammatoire. Absolument. Donc avant de commencer les médicaments, savoir si l'animal a un poids normal ou s'il est en surpoids. Ouais. Et puis après, c'est toujours multimodal, hein, bien sûr. J'ai oublié de l'indiquer, je suis en conflit d'intérêts parce que ma femme travaille pour Royal Canin. Donc, je ne peux pas trop en parler, mais effectivement, dans l'approche nutritionnelle, ce n'est pas juste l'oméga 3 qui est intéressant, c'est bien évidemment la perte de poids associée, si on y arrive, hein, donc à lui faire perdre du poids. Ce n'est pas seulement pour le poids sur les articulations, mais c'est parce que les lipides délivrent beaucoup des leptines. Oui, des leptines, oui. des molécules qui sont Oui, pro-inflammatoires. Ce qu'on sait rarement, c'est que chez l'homme, les gens qui sont obèses ont plus d'arthrose des doigts et pourtant ne marchent pas sur les mains. Hein, et c'est donc en relation directe avec les adipocytes, ça agit sur l'arthrose. Et alors Thierry, par rapport à cette approche multimodale et donc toutes ces solutions qu'on a, concrètement, comment ça se passe en clinique? Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut mettre en place un protocole ou une thérapie? On veut le personnaliser, tu nous as dit que c'était vraiment personnalisé, mais quelles sont les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui encore dans la mise en œuvre de ces protocoles? Juste déjà au niveau options thérapeutiques, on a quand même des méthodes extrêmement enthousiasmantes qui vont nous arriver, notamment du côté des biothérapies. Donc il y a de plus en plus de cellules souches qui sont injectées en intra-articulaire avec des résultats qui ont besoin d'être confirmés sur le plus large échantillon. Mais nous, dans notre pratique, on voit quand même des résultats qui sont très étonnants. Et puis il y a les futurs anticorps monoclonaux qui arrivent. Donc on a plein de moyens pharmacologiques extrêmement prometteurs qui arrivent. Alors après, par rapport à ta question, je pense que c'est plus facile qu'on ne pense. À partir du moment où on prend le soin de changer un certain nombre de regards, changement de regard sur la maladie arthrosique, il faut peut-être abandonner un discours un peu ancien, académique, il faut essayer de faire évoluer ses connaissances sur la physiopathologie de l'arthrose. Il faut changer de regard sur l'évaluation, il faut enfin la pratiquer. Il faut changer de regard sur la prise en charge, arrêter de faire que du multimodal, mais aller se tourner vers du pluridisciplinaire. Et puis, ce qui est peut-être le plus dur, c'est changer le regard sur le propriétaire, parce que définitivement, vous ne pouvez pas aborder un propriétaire avec un chien qui a une maladie aiguë, où vous pouvez prendre complètement les choses en main, et propriétaire d'un chien avec une maladie chronique qui demande à être associé à la décision. Et là, il faut qu'on change absolument de paradigme, où il faut qu'on tienne compte de ce propriétaire avec son fardeau aussi de l'aidant. On sait très bien que ce n'est pas évident d'avoir un chien qui a une maladie chronique. Et donc, il y a tout un travail pour tisser cette alliance thérapeutique. Et puis enfin, le dernier changement de regard, c'est sur un certain nombre de nos pratiques. Pourquoi pas essayer de donner un nouveau cadre? Donc, nous, ça fait à peu près 7-8 ans qu'on a mis en place des consultations douleur. Et c'est le travail qu'on veut faire cette année 2020. Essayer de mettre en place le plus possible de consultations douleur. Ce n'est pas des consultations spécialisées. Donc, ce n'est pas parce qu'un véto ne sait pas faire des injections intra-articulaires qu'il ne peut pas en faire. C'est un problème d'état d'esprit. C'est donc donner du temps. Et puis, ce cas de la consultation douleur, je vois bien, nous, sur l'île de Ré, je fais presque plus que ça. Et c'est quelque chose qu'on veut partager avec vous parce que ça légitime complètement notre rôle de soignant et ça répond à une véritable demande de nos propriétaires de chiens. Donc, ce n'est pas juste un problème sémantique et d'affichage, c'est plus intéressant que ça. Et c'est vrai que c'est un de nos enjeux, Laetitia, pour l'année 2020. J'ai une question. Avec tous les problèmes chroniques, la grosse difficulté, c'est l'observance. Oui. Comment tu fais? Parce que tu soignes le chien, il ne va pas bien, tu l'améliores, d'un seul coup il va bien, le propriétaire est très content, mais on sait très bien que s'il l'arrête, ça va recommencer. Est-ce que tu as un moyen pour les motiver, justement, pour qu'il y ait une observance sur le long terme?
Alors, avant de parler des moyens, on peut parler des résultats. Nous, on voit à peu près nos chiens arthrosiques entre 5 et 10 fois par an. Donc, c'est beaucoup. C'est un peu tout ce qu'on dit depuis ce matin. Donc, ça passe par ces pratiques évaluatives, ça passe par l'individualisation du traitement, ça passe par donner du temps, ça passe, alors c'est surtout pas prétentieux que je veux dire, ça passe par afficher des compétences, être à l'aise avec le sujet de la douleur. Et au bout du compte, c'est quelque chose qui est assez facile. Moi, franchement, je préfère traiter un cas de douleur chronique complexe qu'un chien qui a une hypothyroïdie avec un Cushing et un diabète. Et je sais pas quoi, et encore autre chose. Donc la douleur chronique, c'est pas si difficile que ça, à partir du moment où on se donne les moyens de le faire. Et c'est ce que vraiment, je vous le redis, on a envie de partager avec vous, avec les confrères, parce que c'est pas très difficile. Donc, je comprends bien, les méthodes d'évaluation évoluent et progressent. On a un arsenal thérapeutique de plus en plus intéressant, donc ça c'est plutôt très encourageant. Tu as commencé à mentionner quelques innovations qui devraient aussi nous aider. Est-ce qu'en termes de chirurgie, est-ce qu'on s'attend à de l'innovation chirurgicale dans le contexte de l'arthrose? Est-ce qu'il y a des... La chirurgie dans le contexte de l'arthrose, elle est soit préventive, pour traiter très rapidement tout ce qui est les instabilités articulaires avant, si possible, qu'il y ait déjà une dégradation cartilagineuse et l'enclenchement du cercle vicieux. Donc là, on a effectivement tout un tas on traite une rupture de ligament croisé le plus tôt possible. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et puis ensuite, il y a les chirurgies éventuellement curatives. Bon, ces chirurgies curatives, ça peut être une résection telle col. Ça, c'est pas nouveau, mais ça garde tout son... Et ensuite, il y a le domaine des prothèses. Et dans le domaine des prothèses, il y a tout un tas de travaux qui sont faits au niveau du coude, sur des prothèses partielles. Mais sinon, il n'y a rien de révolutionnaire. Pendant un moment, on a pensé qu'il était intéressant, quand il y avait une arthrose, d'aller dans l'articulation et de gratter les ostéophytes. Bon, j'ai toujours dit que c'était débile et on a montré que ça ne servait à rien, parce qu'effectivement, on enlève les ostéophytes et puis de toute façon, après, ils se reforment, sauf si on arrive à... Bon. Donc, il faut utiliser la chirurgie à bon escient. La chirurgie, ça ne guérit pas tout le monde le sait, mais ça peut être intéressant dans des cas particuliers. Quelque chose, Eric ? Oui, simplement mentionner que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on ne les jette pas à la poubelle. Hein. Quand même, ça reste la molécule la plus utilisée dans ces conditions-là, ne serait-ce que pour faire des fenêtres thérapeutiques. Nous, on aime bien, effectivement, comme Georgia le mentionnait, rajouter du tramadol quand on a le plus de difficultés à prendre en compte la qualité de vie, puis qu'on se rend compte que c'est un peu plus difficile. Mais la plus grosse difficulté, puis je suis sûr que c'est la même pour vous, c'est la compliance au traitement. On se rend bien compte que c'est pas facile pour beaucoup de propriétaires d'administrer les traitements de manière répétée. Donc c'est pour ça que les nouvelles thérapies, pour les anticorps monoclonaux, on va probablement tourner aux alentours d'une fenêtre de 8 à 13 semaines avec une injection. Donc vous vous rendrez compte qu'à ce moment-là, ça sera un outil quand même beaucoup plus performant pour s'assurer que le maintien du bien-être soit pérenne pour l'animal. Eric, je ne suis pas un spécialiste comme toi d'analgésie, mais il y a quelques publications récentes sur le tramadol au niveau de la douleur aiguë chez le chien qui semblent montrer que finalement, comme le tramadol doit être métabolisé en je ne sais plus quelle molécule qui est la molécule efficace, qu'il y a grosso modo 50% des chiens qui n'ont pas cette possibilité de métabolisation et que finalement le tramadol n'est pas si efficace qu'on le dit. Alors je dis ça avant de recevoir un coup de micro sur le bout du nez, mais je pose la question. C'est une étude qui a été faite par un chirurgien. Donc, je ne sais pas. Steve Budsberg, pour ne pas le nommer, qui est adorable, Steve. Bon, il s'énerve un peu, il a un Texan, donc c'est un gars sanguin. Puis c'est un chirurgien, donc il a toujours raison. Hein. Ça ne change pas, ça. Donc, lui, il a pris le tramadol, mais effectivement, il l'a traité uniquement tout seul, et puis il l'a donné sur 2 semaines. OK. Nous, on a fait au moins 3 semaines de thérapie avec le tramadol, et puis comme vous l'avez vu, on ne le donne pas seul. Et c'est toute la différence. On a fait une étude, Jean-Pierre participait également, où on a associé le tramadol avec une faible dose de kétoprophène. En fait, ce n'était pas pour évaluer tant l'intérêt du kétoprophène comme molécule analgésique, mais c'est parce que le kétoprophène, on l'avait pris comme standard d'INS, parce qu'on cherchait d'abord à voir si on risquait d'induire des effets secondaires.
Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'induit pas plus d'atteinte rénale, on n'induit pas plus de saignement et on n'induit pas de perforation non plus au niveau gastro-intestinal, parce que c'était un des points qui avait été soulevé par des pharmacologues où l'utilisation du tramadol pouvait empirer ces problèmes-là sous une forme dérivée du syndrome sérotoninergique. Donc nous, déjà, on voyait ça, puis comme effectivement on dit tant qu'à faire une étude de sécurité, on va regarder sur l'analgésie. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, sur un mois de traitement, les chiens avec l'association tramadol-kétoprophène, ils étaient mieux que kétoprophène tout seul. Mais le plus intéressant, c'est qu'ensuite, quand on a arrêté l'association, on les a suivis encore sur 3 mois derrière. Eh bien, le groupe qui avait eu tramadol et kétoprophène a eu beaucoup moins recours, à peu près 5 fois moins, à de l'analgésie de secours pour leur animal. Donc on voit que l'état de santé de l'animal qui s'était amélioré sous le premier mois de traitement s'est maintenu. Et ça, moi, je trouvais ça plus intéressant parce que ça encourage d'autant plus les propriétaires là, à avoir ce lien de confiance. Mon chien va mieux, puis si ça ne va pas bien, ben, je le suis. Puis à un moment donné, je vais revenir voir le vétérinaire parce que j'ai l'impression que ça se détériore. Il y a d'autres choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est de lire avec critique des études EBM. Parce qu'effectivement, ce chirurgien, Butzberg, il a fait cette étude qui a fait grand bruit et qui a même poussé l'ANSES à réfléchir sur retirer le tramadol du marché vétérinaire. Et en fait, cet article, il n'est pas si bien fait que ça, parce qu'il prend des chiens de 5 à 50 kg. On sait très bien que l'expression de la douleur sur un chien de 50 kg, elle n'a rien à voir avec un chien de 5 kg. Et puis, il a mélangé les arthroses du genou et du coude. Ce n'est pas les mêmes mécanismes douloureux. L'arthrose du genou, c'est une arthrose d'épanchement de l'œdème sous-chondral. L'arthrose du coude, c'est une douleur de frottement osseux. Et comme tu le disais très justement, il a oublié de faire tramadol plus INS. Et finalement, il a montré quelque chose qu'on sait tous déjà depuis longtemps, c'est que le tramadol, ce n'est pas un anti-inflammatoire. Et qu'on va améliorer le ressenti émotionnel sans améliorer la boiterie. Et ça n'est pas... Ceci dit, il n'y a pas que cette étude, si on va par là, qui est mal faite. Toutes les études sur l'arthrose sont mal faites. Parce que la grosse difficulté, c'est d'avoir, quand on veut faire des études et qu'on compare un groupe d'animaux témoins avec un groupe traité et éventuellement un groupe placebo, c'est d'avoir des groupes homogènes. Et pour avoir travaillé sur l'arthrose pendant des années, je peux vous dire que c'est très difficile. Parce qu'on sait déjà que si vous avez 2 chiens de même race, de même âge, qui ont le même problème, une rupture du ligament croisé, au plan arthrosique, ils ne vont pas évoluer de la même façon. Et l'arthrose, tout le monde le sait, ça évolue avec des hauts et des bas, et on ne sait pas quand ça arrive, et des fois, d'un seul coup, ça va mieux, et on ne sait pas pourquoi. Et donc, quand vous faites des groupes d'animaux, ben, vous n'arrivez jamais à avoir des choses parfaitement homogènes. Donc, quand vous comparez des éléments qui sont, dès le départ, multiparamétriques, c'est un petit peu biaisé. Donc on essaie de faire du mieux possible, mais c'est difficile. En théorie, si on voulait étudier correctement, il faudrait travailler que sur de l'expérimental. Donc il y a des modèles expérimentaux d'arthrose, avec le modèle de Pont-de-Mucky, par exemple, qui existe depuis très longtemps, une rupture du ligament croisé, ça existe dans toutes les espèces. Bon, ça coûte très cher, c'est très compliqué, mais maintenant au plan éthique, qui sait qui va travailler sur des chiens en faisant un modèle rupture ligament croisé et travailler après sur tapis de marche, ça ne sera jamais publié. Donc c'est un vrai problème et il faut le savoir et garder un esprit critique, effectivement, comme disait Thierry tout à l'heure. Juste en complément, en fait, ce n'est pas l'effet anti-inflammatoire, c'est qu'il n'y a pas d'effet opioïde du tramadol chez le chien, parce qu'il n'y a pas de métabolite actif produit qui a une affinité pour les récepteurs opioïdes, à la différence, comme je l'ai cité ce matin, du chat, où on sait qu'effectivement, il y a une production de métabolites qui sont actifs sur les récepteurs opioïdes. Et le tramadol seul chez le chat nous a donné une amélioration sur la plaque de force et sur l'activité du chat. Donc, par contre, au niveau du dosage, il faut faire attention parce que l'effet secondaire majeur du tramadol, c'est la sédation. Donc, il faut faire attention, on ne va pas les retrouver endormir toute la journée. Voilà. Et juste pour finir, on va élargir au-delà de l'arthrose, être un peu provocatrice. Je ne sais pas si vous avez entendu l'interview, si vous avez écouté Europe 1, l'interview de la semaine, enfin, de début de semaine sur Cap Douleur. Vous avez peut-être remarqué que Wendy Bouchard a posé une question, alors que Thierry a parlé de question de journaliste, à savoir si cette problématique d'amélioration du bien-être, d'amélioration de la qualité de vie, la prise en charge de la douleur, est-ce que ce n'était pas tout d'abord dans l'intérêt des laboratoires et des vétérinaires et voilà. Et donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous auriez répondu à cette question. Donc, je ne sais pas si l'un de vous veut commencer.
Ah ben moi, j'ai répondu. Oui, J'étais mais un toi, peu surpris et oui, j'ai répondu. C'est la théorie du complot. Oui. Bon, si pour parler de la dysplasie de la hanche, tout le monde sait que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Hein. Mais si vous allez sur Internet, vous allez trouver des gens qui écrivent 14 pages pour vous expliquer que la dysplasie de la hanche n'est pas génétique, c'est une invention. C'est une invention des fabricants de croquettes en association avec les vétérinaires, parce qu'il y a un conflit d'intérêts des deux, et que c'est tout. Donc c'est pas la peine d'embêter les éleveurs. Voilà. Donc on trouve n'importe quoi, et cette brave journaliste, elle avait l'esprit mal tourné, c'est tout. En fait, c'est un... Non, alors j'ai pas répondu ça parce que... Tu ne pouvais pas en direct. Parce qu'il y a des podcasts, Non, il y a des podcasts, et donc, non, j'ai répondu simplement que depuis le début de l'entretien, elle n'avait pas fait peut-être attention au fait qu'il fallait aussi privilégier les moyens non pharmacologiques. Et qu'il fallait utiliser des soins attentionnés, qui pouvaient être simplement des soins manuels, et qu'on pouvait aller sur des terrains qui n'étaient pas du ressort de rapport pour les vétérinaires. En fait, ça fait partie des dilemmes éthiques qu'on propose maintenant dans les formations vétérinaires. C'est moi qui donne le cours d'éthique, donc ça, je le connais bien. Et on confronte en fait les futurs vétérinaires à l'idée qu'on n'a pas la chance d'être dans la même position que les médecins. Parce qu'on a une activité libérale et donc on a un business à faire tourner. C'est un point clé qu'on ne doit pas oublier. C'est une responsabilité qu'on doit assumer. Et de l'autre côté, je ne connais pas un de nos étudiants, je ne connais pas un de nos vétérinaires qui n'aime pas les animaux et qui ne fait pas ce travail-là d'abord et avant tout pour améliorer le confort de ses patients. Donc c'est ce point-là où on doit se battre parce que nous, il y a 3 semaines, c'était dans le journal parce que la madame trouvait que la TPLO était trop chère et puis la chirurgienne a fait une très belle réponse. Donc ça, c'est transatlantique. Hein, c'est pas... Bon, merci beaucoup. Georgia, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, je dirais seulement s'il y a des fermes qui produisent des médicaments et s'il y a des vétérinaires qui font des actions qui améliorent la vie des animaux, bienvenue. Thank you.